Bonjour, je vais commencer donc par me présenter. Geneviève Pingano, je suis médecin gériatre et membre de l'ERENA. Nous avons donc le plaisir d'accueillir pour cette conférence de clôture Madame Claire Eschboer. Donc, Madame Eschboer, vous êtes formatrice chercheuse, donc directrice scientifique, responsable du centre de recherche intégré de l'école pratique de service social, chercheuse au laboratoire EMA, École Mutation Apprentissage, et au CERLIS, Centre de recherche sur les liens sociaux. Vous nous proposez donc une conférence intitulée « La fabrique usagère du lien social, hybridation des expertises et citoyenneté ». Donc, vous avez la parole pour 30 à 40 minutes, ce qui nous permet après un temps d'échange avec la salle. C'est à vous. Merci. Merci de me recevoir aujourd'hui. Le sujet que vous abordez pour la journée est un sujet qui m'est particulièrement familier. Et je suis donc heureuse de venir vous communiquer cet après-midi le résultat d'une dizaine d'années de recherche en travail social autour d'une vous aujourd'hui, mais autour qui fait le corps de mes recherches, qui est quel est l'impact, quels sont les impacts de la participation des personnes usagères, et j'emploierai le mot de personnes usagères tout au long de ma communication. Quels sont donc les impacts du principe de participation des personnes usagères sur la reconfiguration des rapports sociaux et des rapports de pouvoir dans les institutions sociales et médico-sociales? Je poursuis une hypothèse. L'hypothèse est que la participation des usagers à la vie des institutions, promulguée comme droit, nous l'avons vu tout à l'heure en 2002, s'impose depuis comme principe directeur de l'action sociale et médico-sociale et dévoile simultanément les contours d'une citoyenneté nouvelle, active, experte, productive. Cette citoyenneté nouvelle me semble roborative finalement pour la société tout entière, bien au-delà du travail social. On peut ouvrir alors ensemble une question aujourd'hui, un petit peu périlleuse, mais qui me fait plaisir d'aborder avec vous. Si le travail social, remanié par la participation de tous, était finalement un laboratoire de réinvention de la citoyenneté aujourd'hui. Un laboratoire de réinvention de la citoyenneté et un laboratoire de réinvention finalement de la manière de faire société aujourd'hui. Dans un premier temps, je vais décrire la généalogie du principe de participation qui est pris en étau entre la volonté du législateur, que je ne qualifierai pas, et la volonté à la fois pratique, épistémique et politique de participer des personnes usagères, prise donc entre ces volontés et les difficultés méthodologiques des professionnels à se repositionner comme mailloticiens et non plus comme diagnosticiens, tel que le rapport Bourguignon l'avait proposé en 2015. Dans un second temps, je vais caractériser ce que je nomme les rapports sociaux d'usage qui s'installent entre les personnes usagères, les professionnels et l'environnement proche à travers la catégorie d'innovation sociale en faveur de la participation des usagers. Enfin, dans une troisième partie, je propose de comprendre le dialogue des expertises usagères, professionnelles, domestiques et scientifiques comme la matrice des rapports sociaux d'usage et la matrice de la refondation institutionnelle des services et établissements qui se sont reconstruits avec et par la participation des personnes usagères. Petit excursus léger, puisqu'en 10 ans de recherche, vous voyez bien qu'un nouvel acteur et des nouveaux acteurs, mais au moins un nouvel acteur est venu peupler le travail social. Ce nouvel acteur, c'est le père aidant, et je disais des nouveaux acteurs, puisque un des derniers acteurs reconnus également, c'est le proche aidant qui acquiert à la fois un statut et une forme de rémunération et de reconnaissance aujourd'hui. Cette participation des usagers ou des personnes usagères excède donc la simple catégorie des personnes usagères. Alors, je suis désolée, je n'ai pas géré cette affaire-là. Donc, maintenant, c'est bon. C'est bon, oui, j'ai juste passé la slide précédente trop vite.
Premier élément, la généalogie du principe de participation. Et je vais repartir un petit peu au XXe siècle avec vous. On va faire un petit bond de 70 ans en arrière pour repartir en 1945. Je vous propose donc, en premier lieu, un regard généalogique sur les transformations des politiques publiques et des politiques sociales et sur les transformations des figures tutélaires de la personne vulnérable, du professionnel et de l'environnement proche. Je propose de parcourir 4 périodes qui valident la force historique et transformatrice du principe de participation à la vie des institutions. La première période, la période de l'assisté, est celle qui s'étale de 1945 à 1975. Au cours de cette période, on offre une protection sociale aux travailleurs et un droit d'assistance à l'indigent, handicapé ou inadapté social. Au nom de la solidarité, chaque citoyen doit pouvoir subvenir à ses besoins et être protégé. À cette occasion, Robert Castel parlera d'une protection sociale à 2 vitesses qui clive la société en deux, celle qui acquiert ses droits de l'assurance sociale et celle qui acquiert ses droits de l'assistance sociale. L'ambition des politiques sociales d'assistance est centrée sur la réadaptation au travail qui est alors envisagée comme un grand intégrateur. Avec la deuxième période, la période de la personne qui s'étale pour moi de 1975 à 2002, 1975 marquant la promulgation de la loi sociale, c'est à ce moment-là que j'envisage l'enclenchement de cette nouvelle période. Avec la période de la personne qui s'ouvre au début des années 70, donc l'assistance sociale se professionnalise, s'institutionnalise et finalement le champ du médico-social se crée par divorce avec le champ sanitaire. Les personnes handicapées, pardonnez-moi de le dire avec autant de familiarité, mais les personnes handicapées sortent des familles pour rejoindre les institutions médico-sociales et sortent également, je fais un raccourci un peu vif, je m'en excuse, sortent des familles et des hôpitaux psychiatriques pour rejoindre les institutions médico-sociales comme étant des institutions innovantes et pouvant accueillir à ce moment-là les personnes. Concomitamment à ce mouvement-là, le travail social est le théâtre du retour de l'autre France, comme l'avait nommé René Lenoir, la France pauvre qui interroge l'idéal assurantiel de la protection sociale d'alors. Progressivement, au cours de cette période, les caisses de l'État se vident et un raidissement budgétaire se fait sentir. On est au début des années 80. Surgit alors un nouveau paradigme nommé activation de la personne, parfaitement décrit par Isabelle Astier, qui débouche sur une inversion de la dette sociale observable dans la formulation de la loi instaurant le RMI. En effet, l'individu ne jouit plus des avantages de la société, mais doit désormais démontrer le désir de s'y insérer pour en bénéficier. Le RMI échange alors un secours pécuniaire contre la signature d'un contrat d'insertion. Le début des années 80 est un moment charnière. Pardonnez aujourd'hui encore une fois ce mot, mais l'élection de Mitterrand et la mise en œuvre de sa politique sociale, dont je rappelle quelques éléments, la retraite à 60 ans, la réduction du temps de travail, la hausse de 10% du SMIC, de 25% de l'AAH et de 30% des allocations familiales entre 81 et 83, viennent en contradiction avec les évolutions réelles de l'économie française d'alors qui se désindustrialise. Le travail est de plus en plus en manque et joue encore moins son rôle d'intégrateur, à la fois pour les exclus, mais également progressivement pour les personnes en situation de handicap. Progressivement, au cours de cette période, la réadaptation au travail qui a été le sens des politiques sociales après 1945 est largement entamée. La loi du 2 janvier 2002 rénovant l'action sociale et médico-sociale, renforcée par la loi du 11 février 2005 relative aux personnes handicapées, ouvre la période de l'usager. S'opère alors un vrai retournement qui prend ses racines et sa force dans les 2 périodes qui la précèdent. La loi 2002 instaure un droit des usagers à la participation à la vie des institutions, et des outils de garantie de ces droits. Ces lois font de la catégorie d'usagers la catégorie désormais centrale de la modernisation du travail social
Et dans l'exposé des lois 2002 et 2502, donc 2502 en faveur des personnes en situation de handicap, le projet social est assez clair. Il s'agit de reconnaître de façon pleine et entière la citoyenneté des personnes au cœur même des services et établissements dont ils font usage. La période de l'usageant, maintenant, qui démarre avec 2015, cette période de l'usageant est un néologisme que j'ai inventé au cours de mes recherches et qui permet de penser un dépassement de l'usager du point de vue méthodologique. La période de l'usageant, donc, que nous faisons débuter aux alentours de 2015, et de la publication, vous vous en souvenez, du plan interministériel en faveur du travail social et du rapport Bourguignon, et celle, finalement, d'une refondation institutionnelle totale de l'action sociale et médico-sociale par la participation des usagers, qui, après donc son affirmation en droit, devient un principe directeur. Notons, en relation avec la table ronde précédente, notons en cette année 2022 donc le rapport Piveteau qui, comme le disait le camarade, finalement suggère que le combat pour la reconnaissance des personnes accompagnées au titre de leur pouvoir d'agir, le même que celui de la sociale et statutaire des professionnels qui les accompagnent, les conditions de succès sont identiques et appellent la même chose, un projet de société. Les rapports sociaux d'assistance, qu'on a vu émerger entre 1945 et 1975, cèdent progressivement leur place à des rapports sociaux de service à partir des lois de 1975 et finalement aujourd'hui cèdent progressivement leur place à ce qu'on appellera des rapports sociaux d'usage avec la mise en place du principe de participation des personnes à la vie des établissements. Les rapports sociaux d'usage modifient la place, le rôle, les leviers de pouvoir des personnes usagères et ceux des professionnels. Je voudrais un instant regarder avec vous le paysage work in progress de l'action sociale et médico-sociale aujourd'hui et qu'on se mette un petit peu d'accord sur 3 grands éléments qui sont des éléments majeurs de la transformation aujourd'hui. Transformation, vous l'avez compris, que je pense par la participation des personnes usagères. Ce paysage work in progress voit une augmentation des droits des personnes associée donc à une exigence d'individualisation et de singularisation de la solidarité. Le développement des prises en charge à domicile également et en ambulatoire qui engage un repositionnement de tous les acteurs, personnes usagères, professionnels, proches aidants et maintenant pères aidants, déstabilise les professionnels et remanie la relation d'aide. Le besoin croissant de coordination des acteurs de l'intervention sociale, devenu radical avec l'apparition de nouveaux acteurs, le proche aidant, le père aidant, démontre une reformulation de la solidarité qui s'appuie désormais à la fois sur un service ou un établissement, mais aussi sur la famille et l'environnement proche, sur la société civile. L'assistance sociale avait déchargé les familles, avec l'institutionnalisation massive dans les années 70. Aujourd'hui, nous assistons à la recherche d'un équilibre entre une prise en charge par les proches et une prise en charge par les institutions. Après ce point d'étape, je vais engager avec vous une réflexion sur les rapports sociaux d'usage et regarder les rapports sociaux d'usage à partir des 4 points que je vous présente dans le PowerPoint. Caractériser donc les rapports sociaux d'usage à partir de la mise en œuvre du droit des usagers à la participation à la vie des institutions sociales et médico-sociales comme premier point. Pour ce point-là, je m'appuie sur un questionnaire envoyé à 140 établissements d'Île-de-France et uniquement d'Île-de-France qui reprenait un certain nombre de questions d'une étude qui avait été menée en 2007 par l'URIOPS en région Provence-Alpes-Côte d'Azur. L'enquête que j'ai menée en Île-de-France s'est passée 10 ans après, puisqu'on était en 2018-2019. Ce qu'on peut observer avec ce questionnaire sur la mise en œuvre du droit des usagers,
c'est que les outils de garantie individuelle du droit des usagers, tels que le contrat d'accompagnement ou le livret d'accueil liant l'institution à l'usager, sont majoritairement mis en œuvre et je trouve un chiffre autour de 99% de mise en œuvre dans les 140 établissements tous champs confondus. Les outils collectifs, on en parlait précédemment, tels que le Conseil de la vie sociale, sont, eux, plus difficilement mis en place et je ne retrouvais donc en 2017-2018 que 50% des établissements qui l'avaient mis en place. Seulement 50% d'établissements étaient également dotés d'organes de suivi de plainte des usagers. En effet, lorsque les plaintes et maltraitances ressenties par les usagers sont abordées, par les personnes usagères sont abordées, prémisse de ce qui pourrait être éventuellement un conflit juridique opposant l'usager à l'institution, les réponses font apparaître que la personne usagère est orientée en premier lieu vers le chef de service, le psychologue ou en entretien individuel. Recueil les établissements, pour 50%, pensent le recueil de la plainte de l'usager via le chef de service, le psychologue et l'entretien individuel. Ainsi, le traitement pratique de l'usager est celui d'un individu souffrant de manque qui n'est pas cru lorsqu'il se plaint et qui n'est pas informé de ses droits. Ce traitement des personnes usagères, et j'y reviendrai un peu plus loin dans ma communication, ce traitement suggère la persistance d'injustices en droit, visibles, d'injustices sociales, mais d'injustices également épistémiques relatives à la croyance ou non de ce qui nous est dit. Les injustices épistémiques, selon Miranda Fricker et Christy Dodson, que je vous encourage à aller lire, ça a été pour moi dans les 2 dernières années de véritables révélations. Les injustices épistémiques sont de 3 ordres pour ces 2 auteurs. D'abord, il existe pour elles des injustices épistémiques herméneutiques liées au partage des ressources interprétatives. La personne qui subit une injustice ou qui pense subir une injustice épistémique herméneutique a le sentiment que les ressources interprétatives de son interlocuteur ne sont pas partagées avec lui et qu'ils ne peuvent donc pas parler sur un même plan. Les injustices épistémiques peuvent être également testimoniales pour ces 2 auteurs, c'est-à-dire que l'individu qui parle n'est tout simplement pas cru par la personne qui reçoit le message. Enfin, Christy Dodson insiste sur un 3e type d'injustice épistémique qui me semble important et encore plus important pour nous, travailleurs sociaux. C'est l'injustice épistémique de contribution qui refuse la contribution d'un individu à la création d'un savoir collectif. Je vais maintenant passer au 2e point, une caractérisation des rapports sociaux d'usage à partir des représentations de la personne usagère. Pour ce 2e point, la méthode employée est une méthode assez simple d'entretien avec des professionnels, avec des personnes usagères, avec des proches et avec des cadres, avec le petit jeu du photolangage associé. Photolangage, c'est au moment où on démarre l'entretien avec la personne, on lui demande de choisir 1, 2 ou 3 images correspondant aux grandes questions qu'on va lui poser. Et là, les images qui étaient proposées étaient censées répondre à comment vous envisagez le professionnel, comment vous vous représentez l'usager, comment vous vous représentez le proche, comment vous vous représentez le cadre. Ce morceau nous permet de comprendre finalement qu'il y a un véritable écart entre les figures idéales, les figures discursives de la personne usagère et les figures vécues et fonctionnalisées de la personne usagère. Je sais que j'enfonce pas mal une porte ouverte là, mais ça vaut le coup d'être répété. Pour les professionnels, donc, les figures idéales de la personne usagère, je pense que vous les avez avant même que je les prononce, c'est l'acteur, le citoyen et l'expert. Depuis 2002, on sait que ces figures sont très employées en termes discursifs. Pour les personnes usagères, en revanche, les figures vécues
sont celles d'un individu massifié, d'un individu pris dans la masse et uniquement dans la masse, d'un individu considéré, et là ce sont des mots employés, considéré de façon grégaire dans un collectif, d'un contractant obligataire, obligé de contractualiser, obligé d'accepter la tension du contrat, et également d'un sous-citoyen. Le paysage est un petit peu différent. Pour les cadres, et c'est là que ça devient intéressant en termes fonctionnels, pour les cadres, les personnes usagères sont prises dans le fonctionnement institutionnel et sont alors très, très facilement envisagées comme expertes lorsque ça sert un management participatif. Pour l'ensemble des acteurs, la figure qui permet la réduction de l'écart entre les attendus de la personne usagère et les capacités des institutions à y répondre, c'est la figure de l'adhérent associatif, celui qui prend une carte dans une association pour adhérer à son but. Troisième point, envisager les rapports sociaux d'usage à partir de l'analyse intégrée des attendus des personnes usagères à l'égard des institutions. Pour ce troisième point, la méthode employée est une méthode plus participative et réunit à l'intérieur de groupes de dialogue et de recherche à la fois des personnes usagères, mais également des professionnels, également des cadres et des proches aidants. On a donc un groupe de recherche qui travaille ensemble sur un certain nombre de questions. Et l'action à ce moment-là du chercheur et du sociologue, c'est de permettre à ce groupe d'acteurs de révéler les rapports qu'ils entretiennent entre eux et de révéler les différents objets qui font conflit entre eux. Premièrement, il existe un très net continuum, et monsieur le disait tout à l'heure, j'ai oublié le nom, pardon, sur le DU. Il existe un très net continuum entre le bien-être individuel et l'utilité sociale individuelle de la personne. Ce continuum prend ses racines à la fois dans le mépris social vécu par la personne, mais également dans sa volonté de lutter contre ce mépris social. Deuxièmement, la reconnaissance des compétences usagères que nous avons lors de ce groupe de recherche nommé sociale et citoyenne. La reconnaissance de ces compétences définies comme transférables de la situation de personnes handicapées institutionnalisées à la situation d'aidant d'un père ou d'un professionnel pour faciliter l'adaptation de la réponse institutionnelle. Donc, la reconnaissance de ces compétences est un point absolument nodal de la reconnaissance citoyenne des personnes handicapées. Les services et établissements qui sont dits potentialisant les compétences sociales et citoyennes le sont si, trois conditions, s'ils sont des lieux sécures d'apaisement, s'ils sont des lieux qui permettent l'activité sociale de la personne usagère, et s'ils sont des lieux qui permettent le déploiement de relations amicales entre personnes usagères et entre personnes usagères et professionnelles, personnes usagères et proches, et ainsi de suite. Ces compétences, finalement, définissent également des domaines d'activité, des domaines d'expertise au sein des institutions, et ces référentiels de compétences, peut-être il serait intéressant que je vous donne les éléments de ces référentiels-là. Je voulais aller un peu vite, mais est-ce que vous avez une idée du temps qui me reste? Il me reste du temps? Allez. Je voudrais vous parler donc de ces référentiels de compétences. Donc, ces référentiels de compétences, ces référentiels d'activité, je voulais passer un peu vite, mais je vais prendre un tout petit peu de temps, ont été donc construits avec les personnes usagères dans la situation dans laquelle dans la situation que je vous ai décrite. Et je vais vous donner les 5 compétences qui ont été usagères. Donc, je dis bien les compétences de la personne usagère en situation d'institutionnalisation. Donc, ces compétences usagères, je vais vous les donner. Je vais vous donner aussi les éléments du référentiel d'activité.
pour que vous compreniez à quel point ça a fait conflit pendant le travail de recherche, parce que simplement ces compétences-là sont annoncées comme très, très, très proches des compétences des travailleurs sociaux. 5 domaines de compétences, donc: instaurer une relation d'étayage entre pairs ou auprès de professionnels, soutenir l'animation de la vie quotidienne, œuvrer pour l'adaptation permanente des établissements, partager de l'information et se positionner comme expert et acteur dans les temps institutionnels. Associé à ce référentiel de compétences, un référentiel de fonctions et activités qui décrit 4 fonctions de la personne usagère en institution. Première fonction, une fonction de maintien de l'utilité sociale individuelle de chaque personne. Deuxième fonction, une fonction de contribution au développement des compétences de chacun. Troisième fonction, une fonction de participation à la vie institutionnelle, d'évaluation et de maintien de la qualité des établissements. Et quatrième fonction, une fonction de concours au rayonnement des établissements et associations gestionnaires. Finalement, ces référentiels de compétences et de fonctions définissent des activités, donc des domaines d'expertise et d'activité de la personne usagère, et engagent le professionnel dans une position effectivement davantage maïeutique que diagnostique, en catalyseur qu'en diagnosticien. Quatrième point, caractériser les rapports sociaux d'usage à partir des épreuves vécues par tous les acteurs. Pour ce dernier point, je m'appuierai sur une recherche plus récente qui s'est déroulée dans les SAVS et les SAMSA d'Île-de-France et de la région lyonnaise et qui a permis de réunir 3 types d'acteurs, encore une fois, les personnes usagères, les professionnels et les proches aidants, autour de groupes mixtes, comme je l'expliquais précédemment. Je vous parle de ça puisque cette recherche particulière a permis de mettre au jour les épreuves vécues à la fois par les personnes usagères, mais aussi par les proches aidants et aussi par les professionnels. Les pratiques et positionnements des professionnels sont déstabilisés par l'injonction à la participation, on l'a vu. Ça trouble leur position de sujet sachant et ça les met dans une position paradoxale évoquée précédemment, position paradoxale d'accompagner les usagers dans leur choix, tout en continuant d'adosser une forme de responsabilité de leur bien-être et de leur protection. Cependant, les professionnels sont confrontés à l'intimité et aux épreuves d'existence de l'autre dans leur caractère imprévisible, et ceci exacerbe le recours pour les professionnels à des ressorts d'action informels et expérientiels, bien loin des référentiels de compétences appris à l'école. Les professionnels vivent ainsi une épreuve de déstabilisation professionnelle qui les amène en permanence à engager des logiques d'arrangement, de co-construction, à réinterpréter, à réinventer les cadres de l'action visant à permettre aux personnes usagères de se positionner et d'être reconnues comme sujets experts d'expérience et acteurs de l'accompagnement. Finalement, la recherche de symétrie engagée par le principe de participation, cette recherche de symétrie et de prise en compte des savoirs expérientiels des personnes accompagnées se caractérise par une certaine andragogie au sein de la configuration de l'acteur, c'est-à-dire un processus d'éducation mutuelle entre adultes où chacun apprend de l'autre. Cependant, un ensemble de processus contribue à ce que les savoirs et expertises des personnes concernées par les troubles soient mis en doute. Les personnes continuent, je vous le disais précédemment, à être victimes d'injustices épistémiques, c'est-à-dire de disqualification en tant que personnes détentrices de savoir. Ceci pour les professionnels. Pour les personnes usagères des services d'accompagnement font face à ce que nous avons nommé collectivement une épreuve du doute. Elles sont confrontées à des mises en doute récurrentes de la fiabilité, de leur fiabilité, de la fiabilité de leur savoir, et manifestent ce que Carrel a appelé une perte de confiance épistémique, une suspicion de sur leur propre capacité à être source de connaissances. On voit bien entendu des positions plus militantes émerger chez les personnes usagères qui défendent certaines habiletés et qui les défendent à valeur égale de celles des professionnels et qui permettent d'étayer
une identité positive avec le trouble, mais ce ne sont pas la majorité des personnes usagères que nous avons rencontrées. Pour les proches aidants maintenant, il ressort comme élément phare que la place des proches aidants dans le mouvement de participation que nous connaissons aujourd'hui reste très largement impensée. Ce sont des acteurs et surtout des actrices, nous n'avons rencontré que des actrices, indispensables au maintien des personnes dans leur milieu de vie. Et pourtant, les proches sont maintenus très souvent à l'écart des décisions qui concernent l'accompagnement de leurs proches. Les professionnels sont avant tout préoccupés de préserver l'autonomie de la personne vis-à-vis de sa famille, et les proches sont souvent, j'en suis désolée, mais c'est un résultat récurrent, les proches sont souvent jugés envahissants, soupçonnés d'être toxiques par les professionnels. Aiguillés ainsi, nous avons pensé à l'épreuve de la culpabilité pour les proches aidants, se reprochant de ne pas avoir su davantage protéger leurs proches par le passé, se reprochant de ne pas savoir suffisamment bien alerter les professionnels. Les proches aidants sont maintenus dans une sorte d'à côté de l'intervention sociale. Je vais, à l'issue de ces 4, tenter un rassemblement pour qu'on puisse davantage les définir. Les rapports sociaux d'usage s'installent donc entre des personnes usagères, des professionnels, des proches, des cadres, des bénévoles, à travers la catégorie d'innovation sociale en faveur du travail social, en faveur de la participation des usagers. Ils sont nommés ainsi en référence à la sémantique de l'usager apparue en 2002 et utilisée par les politiques sociales, bien sûr, et signalent la reconfiguration des rapports d'assistance et de services en rapports sociaux donc d'usage. Les rapports sociaux d'usage nous semblent être, dans le contexte décrit, des rapports sociaux de production et des rapports sociaux qui ne sont pas structurés par la technologie juridique. Précédant à nos travaux, les rapports sociaux d'usage avaient été définis par Roland Janvier et Michel Chauvière comme des rapports sociaux structurés par la technologie juridique, et nos enquêtes montrent que cette technologie juridique ne structure pas véritablement les rapports entre les personnes usagères, les professionnels et surtout les institutions. Et Michel Chauvière parlait de rapports sociaux qui se situaient en dehors des rapports de production. Et là aussi, c'est une question que j'ouvre avec vous. Les rapports sociaux d'usage me semblent être des rapports sociaux de production, certes des rapports sociaux de production qui n'ont pas vocation à la production d'un bien matériel, mais des rapports sociaux de production qui ont à voir avec la production d'un bien immatériel. Ainsi, à partir des travaux de Serge Pogam sur le lien social, on peut définir les rapports sociaux d'usage comme des liens sociaux à la fois organiques et de citoyenneté. Organiques, puisque ce sont des rapports sociaux de production de l'expertise, notamment institutionnelle et sociale, et des rapports sociaux de citoyenneté, puisque la participation des usagers à la vie des institutions est une activité sociale à part entière. Les rapports sociaux d'usage sont également structurés sur le plan psycho-affectif du besoin anthropologique d'utilité sociale individuelle de la personne vulnérable et de sa volonté d'être reconnue comme porteuse d'une expertise usagère singulière. Cette expertise usagère est construite dans l'activité sociale menée par la personne usagère au sein des institutions et prend alors une valeur sociale proche de celle du travail. Fonctionnellement donc, les rapports sociaux d'usage ne sont pas médiatisés à dominante par le droit des usagers, mais par le dialogue croisé des expertises usagères, professionnelles, domestiques et scientifiques qui recomposent la situation de pouvoir de manière plus horizontale dans les institutions d'action sociale. Les rapports sociaux d'usage s'éloignent alors de l'organisation traditionnelle de la relation socio-éducative, fixant les manques sociaux, épistémiques et politiques de la personne comme point de départ de l'action. La guidance, qui est un terme préféré par les personnes usagères rencontrées au cours de ces différentes recherches, au contraire de l'accompagnement,
s'appuierait sur les capacités cognitives et de reliance de la personne et considère ses compétences pour qu'elle se mette, elle, au travail, au sens d'une pédagogie active, au service d'elle-même, de tous et de l'institution. Ainsi, l'établissement d'action sociale et médico-sociale n'est-il plus ou ne devrait-il plus être aujourd'hui un lieu d'accueil intégratif de la personne, mais un lieu de recueil inclusif de ses capacités. Autrement dit, l'usager n'habite plus aujourd'hui l'institution comme un résident ANT, mais produit l'institution comme un résident ENT. Il n'habite plus comme un résident ANT, mais produit comme un résident ENT. L'émergence de la solidarité d'usage, ainsi, entérine l'hypothèse d'un nouvel âge de la solidarité aujourd'hui, dans lequel la personne usagère s'impose comme catégorie du renouvellement de la citoyenneté et des rapports sociaux de production des institutions. La personne usagère s'engage et nous engage également à poursuivre la réflexion sur la réforme de notre système de protection sociale, qui semble encore aujourd'hui insuffisamment rompu à la démocratie directe et à la démocratie par le faire, qui est symptomatique des revendications de la société civile. Je vous remercie. Ça marche? Oui, ça marche. Bien, on peut peut-être ouvrir à la discussion. Est-ce que vous avez des remarques, des questions après cet exposé très riche, très complet? On le disait tout à l'heure, c'est la première question est... Ah, quelqu'un? Ah, très bien. Madame. Oui, surtout pas. Ça marche? Ça marche? Bon. Merci Claire pour cette brillante présentation. Une question, en effet, tu présentes le passage de l'accompagnement, de la notion d'accompagnement à la notion de guidance. Dans le cadre de tes travaux de recherche, comment tu as pu mettre en évidence le travail d'accompagnement des gouvernances et des dirigences dans les établissements sociaux et médico-sociaux? Est-ce que tu as pu étudier ça? Parce que ce travail-là dépend aussi du portage par les directions, par les conseils d'administration dans une lignée et dans un alignement. Alors, les résultats que je vous proposais aujourd'hui sont des résultats qui sont issus de 3 recherches mixées les unes avec les autres. Vous avez vu, à chaque fois, le périmètre d'observation était différent. Et là, dans ta question, je vais effectivement resserrer sur le périmètre de ma recherche doctorale qui m'a permis véritablement d'entrer dans les institutions. Donc, l'idée de cette recherche, c'était d'entrer dans une institution qui s'appelle l'Œuvre Falleret, qui est peut-être connue pour certains d'entre vous, qui aujourd'hui a 32 établissements en santé mentale en Île-de-France. Et l'idée, c'était... je suis partie dans cette recherche avec cette question, c'est-à-dire c'est intéressant de travailler sur l'accompagnement, sur les rapports sociaux, sur tout ça. C'était intéressant d'essayer de comprendre quel était l'objet des conflits entre les individus, conflits pas ouverts, hein, mais l'objet de la lutte entre les individus. Et donc, dans l'entrée dans le terrain, j'ai fait accréditer ce terrain par les gouvernances par la gouvernance et la dirigeance de cette association. C'est-à-dire que j'ai annoncé, le sujet, j'ai annoncé la manière de faire, j'ai expliqué comment j'allais m'y prendre, de manière à ce que je n'ai pas d'entrave méthodologique dans un premier temps. Ça, c'est pour le premier temps. Ensuite, le travail de recherche participative, pour que vous vous rendiez compte, c'est un travail qui dure rarement moins d'1 an et demi, 2 ans, et là, en l'occurrence, qui s'est étalé sur 3 ans. Et au cours de cette recherche, l'idée pour le chercheur, en tout cas, c'est
c'est pas de porter la parole des personnes ou la parole des professionnels ou la parole de quiconque à l'intérieur de ces institutions, mais bien de permettre à ce que cette parole puisse émerger et puisse émerger depuis les acteurs. Finalement, ce que j'observe après cette recherche, c'est que les personnes usagères, les professionnels, les proches et les cadres se sont se sont mutuellement réassurés les uns les autres dans la parole qu'ils portaient et dans les idées qu'ils portaient. Et finalement, ce sont les personnes usagères qui, à l'œuvre Falleret, 2 ans après cette recherche, ont commencé à intégrer. D'abord, avant de penser aux gouvernances et aux dirigeances, il y a un lieu de sous-démocratie assez ferme dans les institutions qui est la réunion où on discute des usagers. J'ai plus en tête, pardon, la réunion de synthèse. Voilà. Dans cette réunion de synthèse, classiquement, classiquement, traditionnellement, je ne sais pas comment le dire aujourd'hui, les personnes usagères n'y avaient pas accès. Et en fait, ça, c'est une des premières portes d'entrée, c'est pouvoir accéder à ce qui est dit de soi et sur soi au moment où c'est dit et pas dans un rapport et pas après. Donc, ça a démarré plutôt par là. Ensuite, la parole est progressivement montée dans les étages de l'institution jusqu'à demander à ce qu'effectivement la position d'adhérent puisse être une position internalisée à l'œuvre Falleret et d'avoir un collège de personnes adhérentes au conseil d'administration de l'œuvre Falleret. C'est en cours et ça marche plutôt pas mal. Un des derniers petits éléments qui s'est déroulé aussi dans une maison d'accueil spécialisée pendant cette recherche doctorale et qui là se situe sur le niveau institutionnel, c'est une directrice qui s'est dit qu'elle allait former les personnes usagères volontaires à la gestion d'établissement, à la gestion logistique de l'établissement, alors à un niveau dans un premier temps assez léger, et qu'elle allait former ces personnes usagères avec les professionnels pour aussi éviter de créer un dissensus entre ce qui est su par les personnes usagères et ce qui est su par les professionnels, et de manière à pouvoir monter un petit groupe qui accompagnerait les questions de gestion et les questions de logistique sur cet établissement. La première chose que ça a changé, c'est la hauteur des toilettes. Donc, puisque les toilettes étaient principalement des toilettes handicapées et finalement, les personnes qui étaient accueillies dans cet établissement n'avaient pas le handicap qui était escompté par l'architecte, et c'est un des premiers éléments qui a été changé. Voilà. Donc oui, ça a des incidences sur les dirigeants, sur les gouvernances. Je crois que le boulot du chercheur, c'est d'activer les objets de lutte sans pour autant aller mener la lutte jusqu'au bout. Mais on voit pertinemment que quand l'idée de participation s'engraine, en fait, on va jusqu'aux gouvernances des associations très vite, même si c'est évoqué dans un premier temps comme une idée, les collectifs humains en association et en association sociale et médico-sociale, ils pensent quasiment tout de suite. Oui, d'autres questions ? Donc, ce que je comprends, c'est que le travail finalement du chercheur va permettre de faire émerger la problématique, la comprendre, et après, c'est les acteurs du terrain qui vont s'emparer des voies de résolution. Alors, les acteurs du terrain, et puis on va évidemment, là, c'est un peu comme si une fois qu'on a mis en place les graines du problème, on s'en allait. Non, le chercheur va continuer en tout cas dans ce dispositif de recherche-là, le chercheur va continuer un accompagnement de ce groupe de recherche pendant un certain nombre de mois et un certain nombre d'années. Mais ce que je voulais indiquer, c'est que le chercheur ne porte pas la parole des personnes. Il accompagne le groupe à identifier des objets de lutte et à identifier des objets de conflit, mais n'accompagne pas à la résolution de ces conflits. C'est en ce sens-là, peut-être par homothétie aussi, que je dis que les rapports sociaux d'usage sont matriciellement formés par le dialogue des expertises à la fois usagères, professionnelles et domestiques.
Donc, on peut y mettre là la guidance dont vous parliez un petit peu, en quelque Absolument. sorte. Absolument. Est-ce que quelqu'un veut faire une remarque, poser une question? Tout le monde suffoque sous la chaleur, peut-être, et après cette belle journée très riche. Bon, moi, j'ai quand même retenu quelque chose de comme l'idée, le besoin anthropologique d'être utile pour les gens qui sont en situation de vulnérabilité, mais utile aussi pour le professionnel. Et je me suis dit, à écouter tout ça, est-ce que finalement, on va passer de l'usager qui se sentait inutile, peut-être au professionnel qui va vivre une inutilité, un vécu d'inutilité en miroir? Est-ce que ce n'est pas en fait voilà quelque chose qu'il faut... C'est un peu dans le 4e point de définition sur les rapports sociaux d'usage, c'est un peu ce sur quoi je voulais apporter votre attention. C'est qu'effectivement, d'emblée, les professionnels ne disent pas cela, ne disent pas qu'ils ne servent plus à rien et que finalement, le pouvoir d'agir des personnes usagères est largement suffisant. Mais il y a un décalage méthodologique à faire qui n'est pas forcément très simple. Le rapport Bourguignon, je trouve, le dit avec beaucoup de finesse. Le passage du diagnosticien au maïeuticien, ça suppose d'abandonner l'idée que le savoir détenu par le professionnel est le savoir d'action sociale. On voit bien aujourd'hui que le savoir de l'intervention va être co-construit à la fois avec des savoirs usagers, des savoirs professionnels et des savoirs plutôt domestiques, voire scientifiques. Donc oui, le professionnel, et aujourd'hui, on appelle ça, nous, l'épreuve de déstabilisation professionnelle, d'insécurisation professionnelle. Oui, il est dans une forme de zone grise, mais c'est une histoire de curseur, je crois, et aussi d'adaptation de l'appareil de formation des professionnels, d'adaptation également du discours qui est tenu sur les professionnels et de la manière dont ils sont inclus en tant qu'acteurs sociaux. C'est là, pour le coup, et j'y reviens juste un instant, quand le rapport Pifto dit le développement du pouvoir d'agir est aussi, doit être pensé en miroir avec le développement du pouvoir d'agir des professionnels, donc celui des personnes usagères en miroir de celui des professionnels. Je pense que c'est véritablement ça l'enjeu des prochaines années. C'est qu'il n'y ait effectivement pas de professionnels qui pensent ne plus servir à rien, parce que c'est loin d'être le cas. Loin d'être le cas. Et alors, ce qui est étonnant, c'est que ce discours est davantage tenu par les personnes usagères et les proches aidants que par les professionnels eux-mêmes, sur le fait qu'effectivement, il y aura toujours besoin des professionnels dans cette relation d'aide et que les savoirs et le positionnement professionnel sont indispensables à l'intervention sociale. Oui, d'accord. Bon. Eh bien donc, pas de remords, pas de questions. Je pense qu'on peut vous dire merci, vous applaudir très fort.